Joshua Reynolds était septuagénaire et hospitalisé lorsqu'il a entendu ses enfants parler de leur héritage dans son dos. Il a été choqué par ce qu'il a entendu. Ce qu'il a fait, en réponse, a enseigné à tous les patients de l'hôpital une précieuse leçon de vie. Pendant longtemps, Joshua s'est senti désespéré par sa vie, mais il savait qu'il n'y avait aucun moyen de recommencer, de refaire les choses ou de demander pardon à ceux qui l'avaient blessé. Qu'il le veuille ou non, il a donc choisi de vivre une vie mouvementée sans regretter les années passées. Bien qu'il ait connu des chagrins et des espoirs immérités, il y a eu aussi beaucoup de bonheur dans sa vie. Comme la plupart des habitants de sa ville, les parents de Joshua étaient des ouvriers. Il n'a donc pas connu une vie de luxe et a dû se battre pour obtenir ce qu'il voulait dans la vie. Il s'est marié très tôt après avoir rencontré Nora par hasard. Elle était une simple étudiante studieuse qui a grandi dans une famille intellectuelle où les deux parents étaient enseignants et consacraient leur vie entière à transmettre leur savoir. Il prenait bien soin de sa femme, qui était souvent attentive et totalement plongée dans l'écriture de ses livres, mais elle appréciait grandement ses soins et l'appelait son ange gardien depuis des décennies. Personne dans la famille n'a été surpris lorsque la carrière de Nora a décollé. Ses livres sont appréciés des lecteurs et sont publiés en nombre croissant. Bientôt, le couple quitte son modeste appartement et achète une belle maison de campagne où Nora trouve le calme et la tranquillité dont elle a besoin pour écrire. À cette époque, ils ont déjà des enfants, 2 jeunes garçons nommés Dante et Sébastien, qui grandissent en jouant dans les magnifiques champs verdoyants où ils vivent. Malheureusement, après 50 longues années de bonheur conjugal, Nora est tombée malade un matin de printemps et s'est éteinte tranquillement dans son sommeil, sans savoir comment les choses allaient se passer pour son mari et ses enfants. Entre-temps, Dante et Sébastien avaient déjà formé leur propre ménage avec leurs épouses et leurs enfants respectifs. Après la mort de sa femme, Joshua s'est retrouvé seul, il ne savait pas quoi faire de lui-même ni où mettre son énergie maintenant qu'il avait perdu sa compagne de toujours à l'âge de 78 ans. Il savait que vivre seul ne serait pas facile. Quelques jours après la mort de Nora, il a ressenti une étrange faiblesse dans les jambes et a été admis à l'hôpital pour un examen médical. Il n'avait pas peur de la mort, mais il rêvait de s'éteindre paisiblement dans son sommeil, comme l'avait fait sa femme. Il ne voulait pas mourir dans une chambre d'hôpital stérile, entourée d'infirmières. Dante et Sébastien allèrent rendre visite à leur père et le trouvèrent de bonne humeur. « Bonjour, mon père. Comment te sens-tu ce matin ?» demanda Sébastien en entrant dans la chambre. Le vieil homme se contenta de sourire, sachant qu'il n'y avait pas besoin de mots pour exprimer le bonheur qu'il ressentait à la vue de ses 2 fils. « Père, pourquoi ne pas te ramener à la maison ? Pourquoi ne seriez-vous pas plus à l'aise là-bas » demanda le fils Dante. C'est alors que le docteur intervint et dit que leur père avait besoin de soins constants et que quelqu'un devait être à proximité en cas d'urgence. Ce n'est pas une option pour le médecin des enfants. Ils sont déjà adultes et ont leur propre famille. Un vieil homme fragile comme moi ne ferait que les gêner. Joshua plaisanta au fond de lui en espérant que ses enfants le contredisent. Il attendit anxieusement une réponse, mais seul un silence gênant emplit la pièce. Le médecin s'excusa en espérant apaiser la situation. Dante et Sébastien étaient visiblement mal à l'aise avec les paroles de leur père, ils affirmaient qu'ils avaient leur propre vie et qu'ils ne pourraient pas la gérer s'ils vivaient avec eux. Cependant, ils proposèrent d'engager une infirmière privée pour vivre avec eux, s'il acceptait, ce que le père accepta et resta silencieux pendant quelques secondes. Puis il a demandé si ses fils pouvaient lui rendre visite plus souvent, car il lui manquait beaucoup. Ils acceptèrent tous les 2 et après être restés quelques minutes de plus, ils partirent tous les 2. Joshua décida de faire une petite promenade à l'extérieur pour prendre l'air et se vider la tête de ses tristes pensées. Il sortit dans le couloir et fut surpris de voir que l'hôpital était plus calme et plus désert que d'habitude. C'est alors qu'il entendit un cri étouffé d'enfant provenant d'une des chambres. Il ouvrit doucement la porte et vit une jeune femme pâle allongée sur un lit relié à toutes sortes d'équipements hospitaliers. Une petite fille d'environ 8 ans était assise à côté d'elle et sanglotait de façon incontrôlée. Elle tenait la main de la malade et il était évident que la jeune fille essayait de se retenir mais elle n'y parvenait pas, d'une manière calme et amicale. Joshua s'est approché d'elle et lui a demandé ce qui s'était passé. Bien qu'elle semble assez timide, la petite fille répond rapidement à travers ses larmes. Elle a dit que sa mère était mourante et qu'elle ne savait pas quoi faire.
Josh s'est assis à côté d'elle, lui offrant des mots de réconfort et essayant de la consoler. Il lui a demandé de lui raconter l'histoire depuis le début. La petite fille s'est présentée en disant qu'elle s'appelait Elena et qu'elle avait vécu seule avec sa mère aussi longtemps qu'elle s'en souvenait. En outre, elle avait pris un emploi à temps partiel, ce qui signifiait qu'elle était très fatiguée tous les jours et qu'elle n'arrivait manifestement pas à faire face à cet emploi du temps difficile. Elena se sentait désolée pour sa mère qui travaillait dur et essayait de lui faire plaisir de toutes les manières possibles. Elle était bonne à l'école et pour aider à la maison, elle a appris à cuisiner et à balayer le sol, mais un jour, un accident tragique s'est produit qui allait tout changer pour cette petite famille modeste. En rentrant à la maison après le dernier service de la semaine, sa mère épuisée a traversé la rue sans voir une voiture approcher. Le véhicule la percute à pleine vitesse et Kate est transportée d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour la soigner lorsqu'elle est tombée dans le coma. Bien qu'il y ait eu des options de traitement disponibles, à la fois un traitement expérimental et une chirurgie plus invasive et dangereuse, les deux étaient très chers et la famille ne pouvait pas se les permettre. La liste d'attente pour une opération gratuite était longue, ce qui signifiait que Kate pouvait rester dans le coma pendant des mois, voire des années, et que chaque jour supplémentaire passé à l'hôpital diminuait ses chances de se rétablir complètement. Elena se sentait désespérée. Elle n'était qu'une enfant et ne savait pas comment faire face à l'état de sa mère tout en gérant les démarches bureaucratiques que la situation exigeait. Joshua la consola du mieux qu'il put, puis retourna lentement dans sa chambre en pensant à la façon dont la vie pouvait être injuste pour certaines personnes. Il pensa à Kate qui ne faisait rien d'autre que de travailler dur dans sa vie. Et sa fille Hélène pourrait grandir sans avoir de mère auprès d'elle. Cela ne lui semblait pas juste. Le lendemain, avant le début du traitement, Josh est passé à la chambre d'hôpital pour prendre des nouvelles d'Elena et de Kate et a constaté que l'état de cette dernière n'avait pas changé. Cependant, en retournant dans sa chambre, il a entendu des voix venant de l'intérieur et lorsqu'il a réalisé de qui il s'agissait et ce qu'elle disait, il a été choqué. Il est en état de choc. C'étaient Dante et Sébastien, ils se disputaient grossièrement, comme s'ils se détestaient. Leur père, qui n'avait jamais assisté à une seule dispute entre eux de toute sa vie, fut très surpris. Il s'arrêta à la porte pour écouter ce qui se passait. À ce moment-là, il y eut beaucoup de jurons et de paroles haineuses. Le père entendit Dante dire : « Qu'est-ce qui te fait penser que la maison doit être laissée ? » ?»« Je suis le fils aîné, » répondit Sébastien avec des mots durs qui résonneraient dans les paroles de son père pour le reste de sa vie. « Tu n'as que 2 fils et j'en ai 3. Tu peux te contenter de l'appartement et de la moitié de l'argent de la vente des vieux livres de maman. Lorsque le vieil homme mourra, nous verrons à qui il laissera tout, sois assuré que ce ne sera pas long et tu pourras être sûr que si cela ne me revient pas, je te poursuivrai en justice jusqu'au dernier centime. » Josh s'est éloigné de la porte en titubant. Incapable de supporter la haine qui émanait de sa chambre d'hôpital, il était horrifié à l'idée que ses enfants se battaient entre eux pour l'héritage d'une personne encore en vie. Soudain, il se souvient du comportement de ses enfants avant son admission à l'hôpital et réalise qu'ils n'ont jamais été particulièrement affectueux ou attentifs. Il se demanda même s'ils n'avaient jamais vraiment tenu à lui. Après tout, il lui rendait rarement visite. Et lorsqu'il le faisait, cela coïncidait toujours avec la date de paiement de la librairie. Le fait est que les livres de sa défunte épouse étaient toujours très demandés. C'est à ce moment que Joshua réalisa à quel point son amour paternel avait été aveugle pendant toutes ces années, il se décida enfin à ouvrir la porte et à entrer. Dante se tut presque instantanément, l'intention de colère disparut rapidement de leur visage tandis que les frères tentaient de dissimuler leur dispute sous un sourire factice. Il demanda immédiatement au bastion d'appeler l'avocat de la famille et de l'inviter à l'hôpital le lendemain matin, afin qu'il puisse enfin rédiger son testament. Les frères, déconcertés, ont tenté de convaincre leur père qu'il lui restait encore de nombreuses années à vivre. Ils lui ont dit qu'il était trop tôt pour penser à son testament, mais il a interrompu leur faux discours et leur a demandé de le laisser se reposer. Il leur dit de revenir le lendemain avec leur avocat. Les frères échangent un regard, serrent leur père dans leurs bras et partent en silence en fermant la porte derrière eux. Pendant ce temps, Josh secouait la tête, incrédule, imaginant l'énorme discussion qui allait se dérouler à l'extérieur de l'hôpital. Le lendemain, à 10 heures précises, l'avocat entra d'un pas vif dans l'hôpital avec sa mallette et commença à étaler les documents demandés. Pendant ce temps,
Dante et Sébastien attendaient patiemment la décision fatidique. Lorsque l'avocat fut prêt à prendre des notes, Josh sourit et commença à parler à son tour. Il déclara qu'il laisserait $5 000 à chacun de ses enfants. En outre, il a ordonné que $150 000 soient immédiatement transférés à une clinique privée qui assurerait le traitement chirurgical et la rééducation d'une patiente nommée Kate, qui se trouvait actuellement dans une chambre située dans le même couloir. Ses enfants n'en croyaient pas leurs oreilles. Lorsque l'avocat l'interroge sur l'appartement du collège, le vieil homme ordonne que les deux soient vendus et que le produit de la vente soit divisé à parts égales entre ses petits-enfants, car il veut qu'ils reçoivent l'argent dès qu'ils seront majeurs. Bien que les petits-enfants ne lui aient jamais rendu visite depuis leur naissance, il savait qu'ils n'étaient que des enfants et qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Au fond de lui, il espérait qu'ils deviendraient plus sensibles que leurs parents. Josh terminait son testament en disant qu'il était extrêmement déçu par ses enfants et qu'il ne s'attendait pas à cela de leur part, mais qu'en raison de leur extrême cupidité, il n'avait pas d'autre choix que de le faire. Il l'a fait. J'espère qu'il s'agit d'un retour à la réalité qui, bien que désagréable, les réveillera à la vie réelle. Sébastien et Dante ont crié avec colère que c'était injuste, disant qu'ils auraient refusé son testament au motif qu'il n'avait pas toute sa tête lorsque Joshua a demandé à l'avocat s'il avait le droit de disposer de ses biens comme il l'entendait. L'avocat a répondu que tout était légal et que si ses enfants pensaient qu'il était frappé d'incapacité, l'hôpital pouvait facilement vérifier sa santé mentale. Avec l'aide de spécialistes autorisés. Dante et Sébastien quittèrent la pièce en colère, sans même dire au revoir à leur propre père. Joshua se contenta de sourire tristement à l'avocat et de lui dire « S'il vous plaît, vous devez faire transférer l'argent à la clinique dès que possible, une vie et une famille en dépendent. » Elna lisait un livre à haute voix à sa mère Kate, qui est toujours dans le coma, très faible et dont l'état empire de jour en jour. « Bonjour à toutes les deux, comment allons-nous aujourd'hui ? Dans quelques jours, nous irons tout ensemble dans une autre clinique où Kate recevra le traitement dont elle a besoin. Je ne veux pas que vous vous inquiétiez car mon avocat s'occupera de tout ce que Josh disait. » Ils les regardaient tous les deux avec des yeux pleins de larmes. Elna a demandé si c'était vrai. Lorsqu'elle entendit la confirmation, elle serra le vieil homme dans ses bras, puis sa mère. Joshua n'avait pas ressenti cela depuis longtemps ce que c'était que d'être utile à quelqu'un, mais maintenant son âme était réchauffée par la pensée qu'avant de mourir, il serait capable de faire du bien et de sauver une famille. Josh est resté proche de Kate et Elna et a été heureux pendant les 6 dernières années de sa vie. Ses enfants ne lui ont plus jamais rendu visite, ni même téléphoné, seuls ses petits-enfants sont venus le voir et l'ont caché. Il a quitté ce monde exactement comme il l'avait espéré. Dans son lit, Elna et sa mère, endormies, se souviennent de lui avec gentillesse et amour, et il en sera ainsi pour le reste de leur vie. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez laisser un like sur la vidéo.